Allez, je commence, je me lance. Donc, on va vous présenter la transformation digitale du Parisien. Nous sommes ravis de partager cette expérience avec vous. C'est quelque chose qui a, vous allez voir, on va vous partager notre chronologie qui a duré un certain nombre d'années. Donc, voilà. Alors, juste merci aux partenaires qui animent Agile en scène. Donc, alors, juste quelques mots sur moi et Laetitia. Donc, moi, je suis Sam Ramachandra, je suis CTO du Parisien. Je rejoins le groupe Les Échos Le Parisien depuis 2002. Voilà, ça fera 2002, si. 2002, non. Non, pardon, 2022, pardon. À chaque fois, je dis 2002. Ça va faire bientôt 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans que je fais partie du groupe. Laetitia. Donc moi, j'ai rejoint, je suis donc CTO adjointe de SAM. J'ai rejoint le groupe en octobre 2018, voilà, pour mettre en place justement toute la transformation du Parisien. C'est Laetitia qui a notamment suivi toute cette transformation qui était plutôt un énorme chantier au Parisien, et donc d'où le partage ici. Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'ai été recrutée, c'était vraiment pour ancrer davantage l'agilité au sein des équipes. Donc, c'est quelque chose qui était assez encore récent. Et moi, je viens beaucoup de l'e-commerce avec Galeries Lafayette, La Centrale, où dans mon esprit, toutes les équipes sont déjà agiles. Alors que pas du tout, il y a beaucoup encore des équipes qui ne sont pas du tout agiles. Et même dans notre groupe, Les Échos Le Parisien, le groupe Les Échos, ils sont en train de passer en mode squad. Voilà, un exemple de transformation aussi. En fait, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc, c'est Le Parisien en quelques chiffres, et puis après, comment on a mené cette transformation digitale. N'hésitez pas à intervenir, je pense que c'est bien aussi. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres séances. Oui, justement, j'ai une question de cette transformation digitale, agile. Enfin, je vois qu'il y a... En fait, il y a tout, en fait, c'est global. Hein. On a d'abord transformé, mais c'est ce qu'on va voir en fait, on a d'abord transformé le socle tech, le socle technique et tout ça. Après, et en parallèle, on a migré en fait en même temps toutes nos équipes tech en agile, plus la rédaction aussi qui est passée sur les nouveaux outils et tout ça. Voilà, c'était vraiment par étapes. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Alors, moi, j'ai remarqué par le passé, juste par rapport à répondre rapidement à votre question, quand j'étais chez Bouygues Telecom, on a voulu dire tiens, les équipes techniques, vous n'avez qu'à passer en mode agile. Donc, on l'a fait, ça n'a pas du tout marché. Donc, en fait, si ce n'est pas accompagné à travers une vraie stratégie à la fois business, métier et au niveau global, ça ne fonctionne vraiment pas. Donc, et dans ce cadre-là, c'est vraiment pour ça qu'en fait, cette transformation, elle a bien fonctionné également. Alors, Le Parisien en quelques chiffres, pour ceux qui ne connaissent pas le Parisien. C'est un journal qui existe depuis 1944. Donc, on va d'ailleurs fêter cette année, en septembre, le 26 septembre, nos 80 ans. Donc, c'est plutôt une année historique. Il y a à peu près 400 journalistes. Donc, on a l'impression que derrière les produits que nous faisons, la manière dont on travaille, ça a un impact sur ces 400 journalistes parce que nous mettons à disposition de ces 400 journalistes énormément de produits internes, et pour pouvoir répondre à nos clients externes, ceux qui sont les lecteurs. Juste en quelques chiffres, on parle de 20 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, il fait partie des top médias français. Et récemment, c'est quelque chose de très nouveau parce que c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, c'est la partie vidéo, parce que c'est un des supports qui sont les plus plébiscités par nos lecteurs, dont les lecteurs jeunes, etc. Donc, voilà. Donc, on parle de 250 millions de vidéos vues par mois au Parisien. Alors que les Paris, on est face... On a aussi un petit animation, mais on va le passer là. Alors, en fait, historiquement, vous le savez, on a toujours le support papier, et le support papier est toujours prisé encore. Donc, on ne peut pas se dire on passe totalement au numérique et arrêter le support papier, parce que ne serait-ce que le PDF est toujours lu, les papiers sont toujours vendus en kiosque. Donc, on passe d'un journal papier à une plateforme de news. Et en termes de chronologie, voilà, vous avez à peu près qu'est-ce qu'on fait du print avec les newsletters, la présence sur le desktop, le mobile,
les podcasts, les vidéos et toute la partie réseau social. Donc, en fait, on essaie vraiment d'être présent sur l'ensemble de ces éléments-là. Et aussi de rajeunir notre cible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que comme là, en fait, donc le print et tout ça, on s'adresse plutôt à une population qui a 60 ans à peu près. Et au fur et à mesure qu'on va vers des formats de ce type-là, social network et vidéo, on se rapproche de la trentaine, ce qui est important aussi parce qu'il faut qu'on engrange bien sûr des nouveaux abonnés, etc. Ça c'est sûr, mais qu'on rajeunisse aussi la cible. Et la rédaction a aussi alors c'est pas un devoir, mais d'information aussi, d'une information juste, voilà, qui n'est pas une information fausse qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, et ça, c'est aussi une grosse problématique des médias, c'est comment est-ce qu'on donne aux jeunes, en fait, une information vérifiée et sûre. Alors, peu importe le bord, hein, c'est vraiment c'est une information vérifiée et sûre, en tout cas, voilà. Et c'est justement en allant sur les podcasts, les vidéos et tout ce qui est social. Donc, c'est être vraiment présent là et c'est au-delà de rajeunir l'audience, de faire plus de vues, etc. C'est aussi cette mission du Parisien et quand même de la plupart des journaux de fournir une information juste et vérifiée. En fait. Voilà. Alors, on va passer maintenant au cœur du sujet. La stratégie, donc, je te laisse prendre la main. Donc, en fait, quand on est parti d'un site, quand je suis arrivée en fin 2018, hein, il y avait plusieurs sites, et notamment, on n'était pas du tout en mobile first, hein, ce qu'on a voulu devenir et tout ça. On n'était même pas en responsive, donc on avait un site pour le web, un site pour le mobile. Les apps, c'était des vieilles apps. On avait toute une partie aussi du site qui s'appelle Le Parisien étudiant toujours, qui était encore sur un autre domaine, etc. Donc il y avait des choses qui étaient un peu disséminées partout. Donc en 2018, donc ça a commencé un petit peu avant mon arrivée, on a choisi un prestataire qui s'appelle ArcXP, qui était un prestataire américain du Washington Post, donc, et qui a toute une suite, le Washington Post appartenant à Jeff Bezos de Amazon. Donc vous imaginez que derrière, on est tous sur AWS. Voilà. Mais donc en fait, c'était vraiment se dire, voilà, comment est-ce qu'on migre toute notre plateforme et comment est-ce qu'on va faire aussi migrer notre rédaction de quelque chose qui était print first, en fait, hein, ils pensaient vraiment d'abord print, à web first ou digital first, ou en tout cas même agnostique. Et là, on est de plus en plus complètement agnostique. On s'en fiche si ça va sur le print, sur le web ou sur quelque chose. C'est un article qui est écrit et après, c'est distribué et sur réseaux sociaux et vidéos, YouTube, etc., etc. Donc, c'est vraiment un panel. Donc, c'est parti vraiment d'une stratégie, d'abord d'une stratégie tech, mais portée par le management. Portée par la rédac, portée par toute la direction. En fait, c'est vraiment ce point-là qui a tiré en fait, tout le reste, qui fait qu'on a pu mener cette transformation. Donc, ce qui était vraiment important, c'est que, comme le disait Sam, il y a 400 journalistes. Donc, c'est vraiment une grosse rédaction. Et on ne peut pas faire un changement de ce type-là, parce que c'était vraiment complètement différent. D'un coup, on ne peut pas faire un switch on, switch off. On l'a fait sur le site, hein, quand on a mis en place et tout ça. Mais donc, à partir de 2018 jusqu'à juin 2019, en fait, on a laissé tranquille la rédaction. Et on a aussi laissé tranquille nos développeurs. D'accord ? On a fait complètement à part un projet fait par le Washington Post, qui a mis, par Arc Publishing, avec des développeurs et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on dit on a vraiment décorrélé tout ce changement technique du changement de l'organisation générale entre même nos équipes de développeurs,
nos équipes produits, je dis ça parce qu'elles étaient vraiment séparées, nos équipes projets et tout ça, c'était vraiment deux entités complètement différentes. Okay. Un point aussi qui est important parce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le Parisien est arrivé sur un modèle payant très tardivement par rapport à d'autres médias. Donc, ça veut dire qu'il est toujours axé très print. Et donc, le changement de ce CMS-là a fait que la mentalité aussi, côté rédaction, a basculé vers la partie web first. Donc, ça veut dire qu'on pense notre article d'abord web et puis après sur la partie print. Et ça change aussi en termes d'organisation parce que ça met au cœur en fait le focus sur les équipes digitales que nous, on représente. Et ce qui était important aussi, c'était donc on avait nos équipes qui continuaient à faire évoluer le site. Hein, on ne peut pas couper un site pour faire un replatforming complet, hein, c'est pas possible. Surtout un site qui fait 20 millions de visiteurs uniques par mois, on pouvait pas, c'était pas possible. On n'en faisait pas autant à l'époque, mais on en faisait quand même bien 15 millions ou 10 millions. Donc on ne pouvait pas. Voilà. Donc là, en fait, voilà, c'était vrai. On est vraiment passé en étape. Donc en juin 2019, on a sorti tout le nouveau site, tout ça. Donc là, on a vraiment fait un switch on, switch off. C'est à un instant T, on a coupé tout le site, on a tout basculé. Mais on a basculé tout ce qui concernait le Parisien, donc les pages articles, c'était surtout ça, et bien sûr la homepage et tout. Il y avait toute une partie les apps mobiles sont sorties qu'en juin 2020, soit un an après. Donc elles étaient toujours alimentées, bien sûr. Donc c'était toujours, c'était les mêmes articles que vous retrouviez sur l'un ou sur l'autre, hein, bien sûr. Mais on avait fait une moulinette et les journalistes sont restés sur leur CMS, leur ancien CMS, l'ancien CMS qu'ils utilisaient. Après, en plein Covid, nous avons migré toute la rédaction. Voilà. À distance, avec des formations, etc. Donc, on était accompagnés par une journaliste formatrice au sein de la rédaction. Et donc, on formait les journalistes par pôle, en fait. Donc, le pôle politique, le pôle faits divers, le pôle, etc., le pôle vidéo, etc., etc. Et à partir du moment où ils étaient formés, ils avaient interdiction on coupait les accès on leur coupait les accès à l'ancien CMS. Donc en fait, ils migraient automatiquement, sinon c'est pas possible. On a mis à peu près 2-3 mois environ à les faire, 2 mois à les faire migrer, tout ça. Sachant qu'en plus, il fallait aussi faire migrer tout ce qui était la partie print aussi, donc impression, qui est très importante aussi, puisque en fait, le print doit recevoir du CMS, en fait, tous les articles et tout ça qui passe avec des statuts de validation et tout. Donc, il y a quand même tout un cheminement, en fait, de ce qu'on appelle la copie, donc de l'article, hein, qui est en fait une copie, qui doit passer donc du web au print, et pas pour tous les articles. Hein. On publie 200 articles par jour, en moyenne, à peu près. On n'est pas d'accord sur le chiffre, Laetitia et moi, mais... Oui, toi, tu dis 300. Moi, je dis 300, elle dit 200. Moi, je dis 200, mais bon, oui, c'est peut-être... voilà, ça dépend des périodes. Pendant les JO, ou nos amis, les élections, etc., c'était certainement 300. Je sais, voilà. Bon, enfin, bon, en tout cas, on publie beaucoup. Évidemment, tous ces articles ne vont pas aller sur le papier, hein, puisqu'on a... sinon, ça ferait un journal de 100 pages, c'est pas possible. Ça nous coûterait trop cher et ça vous coûterait trop cher si vous achetez le papier. Voilà, donc c'est absolument impossible. Donc, vraiment... Donc le CMS, et à partir du moment où on a mis en place le CMS à la rédaction, qui gère, c'est une suite complète, hein, qui gère tout, on a donné aussi la main à notre équipe, j'ai oublié ça, un point important, notre équipe tech a commencé à prendre la main sur le site et le développement à partir de juillet 2019. Donc dès la sortie du site, ils ont été formés aussi par ARC,
pour reprendre la main et accompagner. À chaque fois, on a un accompagnement qui s'est fait, etc. Donc voilà. Donc là, 2021, une fois que tous les journalistes étaient formés, on a commencé à mettre ce qu'on appelle le paywall premium, donc de bloquer les articles, ce qui n'était pas possible avant. On avait une autre stratégie qui était de je consulte 5 articles, j'ai le droit à consulter 5 articles, au bout de 5 articles, je m'inscris, et après m'être inscrit, j'ai encore le droit de 3 articles, et après c'est bloqué, tout est bloqué, etc. Donc là, c'est paywall premium, donc ouvert, fermé, c'est très binaire, hein, c'est 0 ou 1, voilà. Et donc ça, on a commencé à bloquer petit à petit, hein, on a bloqué 5, 10%, 15%, 20% de nos articles pour arriver aujourd'hui à peu près 40 à 45% des articles qui sont bloqués. Voilà. Et ça vraiment, donc toute cette... en tout cas, c'était vraiment une... Après, on a continué sur d'autres marques, voilà, et on a développé des outils de live in-house. En fait, une fois que cet voilà. outil CMS a été doté auprès de la rédaction, un certain nombre d'éléments ont aussi été mis en place au sein des équipes. Et c'est là qu'on a commencé à se dire il faut qu'on puisse s'organiser. Ce n'est pas juste le site, ce n'est pas juste le CMS, donc ce n'est pas une équipe unique qui va travailler, mais plutôt plein d'autres équipes parce qu'on va avoir de l'authentification, parce qu'on va avoir le paywall, parce qu'on va gérer aussi toute la partie abonnement. Et donc, autour de là, je pense dans les années 20, je vais y arriver. En fait, 2020. Voilà, 2020 et 2021, c'est là qu'on s'est dit il va falloir aussi amener une organisation qui réponde à ce que nous, on a pour ambition de réaliser au sein du Parisien. Donc, l'authentification, vraiment l'authentification, le paywall, l'outil de live, tous ces éléments-là ont été faits au sein de différents squads qu'on va vous présenter là. Et donc là, ça ne continue pas, mais bien sûr, la transformation digitale, elle continue notamment avec l'IA qu'on va mettre en place. Voilà, en fait, un journal, il faut quand même se dire, c'est en permanente évolution. Et il faut qu'on soit aussi très, très réactif. Et là même, on va faire évoluer l'organisation. Voilà, quand on vous dit à 3 semaines, que vous avez 3 semaines pour organiser les élections sur votre site, non mais c'est vraiment c'est des points, on ne se rend pas compte derrière. Alors pour nous, citoyens, voilà, il faut aussi qu'on le gère et tout ça. Mais pour un journal comme Le Parisien ou comme Le Monde et tout ça, c'est très très court comme laps de temps. Hein. Normalement, on sait 1 an et demi, 2 ans à l'avance qu'il y a des élections, donc de mettre en place tout ça, de mettre du data, voilà, toute la mécanique en place derrière. Donc il faut savoir réagir très très vite. Et on est un quotidien, donc il faut aussi réagir très très vite. Donc il fallait aussi adapter nos équipes à ça. Donc en fait, le changement on était vraiment jusqu'en 2020 à peu près, donc on était séparés. Donc on était vraiment une équipe produit, 5 personnes, qui comprenaient un designer, donc voilà, et le directeur produit. Une équipe projet de 5 personnes, donc et qui était rattachée à la tech. Et une équipe technique de 10 personnes. Je pense que c'est c'était vraiment... Voilà, de manière... c'est ce qu'on retrouve un peu partout dans les équipes qui n'ont pas forcément... qui ne sont pas passées en mode agile. C'est équipe projet, équipe produit, et puis une équipe technique de dev et de QA, etc. qui sont là. Et donc, à partir de janvier 2021, en plein Covid aussi. On adore faire les choses comme ça, à peu près. Le Covid, c'était 2020, je ne sais pas. Enfin, bon, on n'était pas bien sortis encore de tout ce truc-là. On a mis en place 4 squads. Et on a bien sûr recruté. Hein. Donc aujourd'hui, Sam vous en parlera, mais donc là, on est passé d'une équipe technique de développeurs de 10 personnes, nous sommes une quarantaine environ. Une quarantaine. Donc on a vraiment, pareil, sur l'équipe produit, ils étaient 5 en 2020, aujourd'hui on est une vingtaine. Ils sont 18, ouais, quelque chose comme ça. Donc à voilà. la fois design et product manager et product owner, donc ils sont une vingtaine. Voilà. Et il n'y a plus d'équipe projet, bien sûr, puisqu'ils sont... voilà. Donc 4 squads pour répondre aux besoins et de la rédaction et des lecteurs et du business aussi.
donc la squad audience et engagement, qui va gérer, en fait, qui va vraiment s'occuper du site et qui va travailler en direct avec la rédaction. Et c'est cette équipe-là qui va gérer toute une partie CMS de Arc, parce qu'une fois que Arc, ils ont réalisé le site, nous, on a repris en main pour continuer à développer la partie templating, etc., pour toujours proposer à nos rédacteurs des nouveaux formats, nouveaux formats de templating. Donc voilà. Et cette équipe également, en fait, a aussi un lien fort avec l'Arc. Donc là, on a déjà deux équipes qui gèrent la partie Arc. Donc verticale, parce qu'on a beaucoup de verticales. À l'époque, il n'y avait que l'étudiant qui était... et guide shopping. Et on avait guide shopping, ouais. Vertical et guide shopping. Ouais. Et là, ça s'est enrichi de plus en plus. Là, on a jardin, on a une verticale jardin, on a une verticale jeu, on a vraiment... C'est tout ce qui est business, c'est plus business. Donc, c'est coupé de la rédaction. En fait, c'est vraiment... sauf étudiant qui est géré par la rédaction. Mais tout ce qui est vertical, guide, jeu, jardin, etc., en fait, on a séparé aussi les CMS. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour un média. C'est ce qui n'est pas écrit par la rédaction ne doit pas aller dans le même CMS. D'accord? Donc, on a aussi cette problématique à gérer. En fait, on ne peut pas mélanger un article de type moins 10% sur je sais pas, les chaussures Nike voilà, sur Amazon, avec un article de type, je sais pas, les élections présidentielles politiques ou élections présidentielles ou même JO, hein, c'est vraiment avec les articles. Donc c'est deux instances un peu séparées, voilà, ça reste le même CMS, ouais. Mais par contre, c'est deux instances complètement séparées pour éviter que des articles se déversent d'un côté ou de l'autre et qu'on ne s'y retrouve pas. Et ce n'est pas écrit par les journalistes du Parisien. Donc, tout ce qui est. Voilà. Donc, puis on ne peut pas laisser d'autres rédacteurs avoir accès aux articles. Il y a aussi de la confidentialité, etc., etc. Et deux squads, donc une squad abo numérique et une squad appli mobile. Donc, abo numérique qui va gérer, qui gérait et qui gère encore d'ailleurs toute la brique. Utilisateur, connexion. Voilà. Les abonnements, donc c'est vraiment, pour nous, en tout cas en 2021, c'était cœur. Ces 4 squads-là, c'est qu'on s'est dit, comment on peut proposer des squads en lien avec nos stakeholders. Donc en face de chacun de ces squads-là, il y avait des stakeholders qui étaient différents, donc avec des attentes différentes. Vertical, il y a des stakeholders qui sont différents. Abonnement numérique, on a aussi l'équipe marketing, diffusion qui nous pousse justement à proposer de nouvelles features et des nouveaux produits. Et audience et engagement, c'est davantage côté rédaction. Donc, on travaille vraiment avec la rédaction. Aussi, voilà. C'est rédaction. Et appli mobile, alors, cette appli mobile, on peut se poser la question sur est-ce qu'on a vraiment dans une squad spécifique. Même moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a une appli mobile? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt avoir au sein de l'ensemble de ces squads des devs mobiles et puis même à la fois un produit qui gère à la fois le device de desktop plus mobile, mais après, voilà, comme il y a quand même une certaine cohérence à avoir, la mise en place d'une squad, ça paraissait plus cohérent. Et donc, toujours en 2021, on était en transverse sur ce qu'on appelle, nous, l'infra, donc les DevOps, qui géraient à la fois le print et à la fois tout ce qui était l'infrastructure du site. Vrai, il faut savoir et le produit aussi. On n'avait pas en fait suffisamment de product owner ou de product manager pour les répartir dans chaque squad. Donc, on avait vraiment du transverse. On a commencé par les devs. Oui, les devs, oui. Et on n'avait pas encore non plus de QA qui gérait tout ça. Donc, voilà. Donc, maintenant... je te laisse prendre la stratégie en fait 2021, du coup, voilà. On est beaucoup aux Parisiens et même on continue toujours sur ce mode-là, c'est beaucoup de test and learn. C'est-à-dire qu'on teste d'abord dans une première squad, c'est ce qui s'est passé déjà en 2021, c'est qu'ils ont d'abord changé l'équipe mobile, je crois, de mémoire, en mode squad, puis après on a attendu 2-3 mois, voir est-ce que ça marche, est-ce que l'équipe comprend les méthodes agiles, applique, etc. Et après, il y a une généralisation aux autres squads avec un accompagnement. Donc, on a mis en place très récemment un poste de référent tech qui n'existait pas.
Donc c'est pareil, on l'a testé au sein d'une squad qui était la squad Abo. Et il y a des choses qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché. Donc le profil en question n'a pas marché, mais par contre, le rôle de référent tech, on s'est rendu compte que c'est vraiment important au sein d'une équipe. Donc on l'a mis en place. On a également testé un profil Scrum Master. Donc forcément, en fait, quand on va dans des conférences, on dit oui, mais il nous faut vraiment un Scrum Master parce qu'on est en début d'agilité, on a besoin de quelqu'un qui nous rythme les différents rituels. Et en fait, on l'a testé, ça n'a pas marché pour le coup. Donc ça fait partie des choses qui n'ont pas forcément marché. Et en fait, l'équipe s'auto-organise avec à la fois le produit, le QA, et les devs. Donc, on a testé. Voilà, c'est des choses qu'on met en place. D'ailleurs, Scrum Master, il était resté avec nous 6 à 9 mois. Et finalement, on ne l'a pas forcément gardé dans le temps. Après, on n'a pas de Scrum Master, mais on a un fort accompagnement quand même de Sam et moi. Il y a un fort accompagnement du management aussi dans les équipes. Hein. Donc, ils sont autonomes, hein, bien sûr. Une équipe agile est une équipe autonome. Mais on est là en support et on a aussi des leads développeurs qui sont en transverse et tout ça. Donc, bon, voilà. Après, tout au long du process et même maintenant, on continue à avoir du coaching agile. Coaching agile à la fois sur la partie organisationnelle pour se dire est-ce que demain on a besoin de, je ne sais pas, séparer une squad, est-ce qu'on a besoin de plus de squads, est-ce qu'on a besoin d'un autre profil qui est nécessaire. Par exemple, dans mes équipes, on n'a pas de profil architecte. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Tous ces points-là aussi, on continue de faire un accompagnement à la fois au sein de l'organisation et aussi du coaching agile. Donc, c'est pour toujours, parce qu'en fait, c'est beaucoup de répétitions. Je pense que vous le savez tous, dans l'agilité, il y a toujours des équipes qui changent, il y a du mouvement. Donc, pourquoi on fait les démos, pourquoi on fait les rétros. Donc, tous ces points-là sont aussi rappelés régulièrement et puis ça nous permet d'avoir un coaching tout au long de l'année en fonction des équipes. On ne va pas faire un coaching unique pour tout le monde, mais plutôt on constate que là, par exemple, l'équipe app, on sent qu'il y a une petite baisse de motivation, d'émulation. On va ramener un peu davantage de méthodologie et puis on va travailler avec eux en fait. C'est aussi ça, c'est qu'il n'y a que l'équipe app sur laquelle on fait du coaching. Les autres équipes ne l'ont pas forcément, mais peut-être que dans 3-4 mois, ce sera peut-être une autre équipe. Mais on intervient vraiment comme ça, de manière à ce que lorsque les équipes fonctionnent, Laetitia ou moi, on n'intervient pas. Mais par contre, lorsqu'on voit qu'il y a des difficultés, c'est là qu'on axe sur un accompagnement fort, soit de nous deux directement, soit aussi de quelqu'un d'externe pour pouvoir avoir un regard aussi externe qui est vraiment très, très bien. D'autres rôles qu'aussi nous avons ajoutés, donc vous avez vu au départ, c'était uniquement la partie dev, et on a ajouté les QA, on a ajouté le design, on a ajouté également les ops au sein des équipes. Initialement, ils étaient vraiment en mode transverse, mais ils n'intervenaient pas, donc on les a rajoutés petit à petit au sein des squads. Et là, c'est pareil, en fait, à chaque changement d'organisation, on a accompagné les équipes, on leur a expliqué pourquoi on fait, pour que ça soit aussi bien adopté par l'équipe. Alors, globalement, sur nos principes, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, alignement des équipes, à la fois produit IT, ça c'est quelque chose qui est très important, en tout cas pour moi et l'équipe digitale, c'est qu'il faut qu'on ait les mêmes objectifs communs pour que ça marche en fait en termes d'agilité. Là, les équipes, nous, on est vraiment co-localisés, les rituels agiles sont communs. Enfin, on ne fait qu'une seule démo pour toutes les teams. Là, c'est cet après-midi d'ailleurs, à 14h. Moi, je trouve ça vraiment bien parce que du coup, tout le monde est là et même s'il y a X squad, tout le monde voit qu'est-ce qui est fait au sein des équipes. Et l'organisation, on a fait en sorte que ce soit scalable, justement en fonction des projets qui sont menés. On repense toujours, tiens, il y a une stack là, est-ce que c'est pas un peu trop pour telle équipe? Donc, on fait en sorte que ce soit vraiment cohérent. Après, je ne dis pas que les équipes sont tous satisfaits toujours parce que, comme dans toutes les équipes, moi j'ai toujours beaucoup entendu en disant, non, nous on a trop de stacks à gérer. Et en fait, ça fait partie des choses. C'est pas pour autant qu'on a, même si on a, je sais pas, une dizaine de stacks, on va pas demander de développement sur chacune de ces stacks-là. Donc, c'est forcément en fonction de la capacité à faire que nous avons, nous allons faire nos projets. Actuellement, notre organisation, elle est celle-ci. Donc, vous avez vu, de 4 squads, on est passé à 6 squads. Donc, une squad autour de l'audience et engagement qu'on a séparé parce que c'est vraiment des problématiques. On a constaté différents.
Audience est davantage engagée sur la partie performance, SEO, alors qu'engagement, c'est vraiment autour de la rédaction, beaucoup sur nos différents formats, dont le live, qui est un format qui cartonne pour le coup à la fois au sein de nos lecteurs, mais aussi au sein de notre rédaction. Donc dès qu'il y a un événement un peu qui est très dynamique, ça peut être les élections, le foot, etc. Donc on utilise ces formats-là qui sont vraiment très très prisés. Donc la squad verticale, là on a vraiment toutes les verticales que nous avons, jeux, jardin, guide shopping. Non, guide shopping, justement, il est là. Ah non, pardon, voilà. On l'a guide changé. shopping, voilà, on s'est dit, c'est aussi par rapport à nos stakeholders ils avaient un certain... ils avaient un pain point parce qu'ils avaient l'impression que les sujets de vertical cannibalisaient leurs sujets. C'est-à-dire que ça peut être le dev qui va travailler, les devs qui vont travailler sur le vertical jardin, alors que guide shopping, moi j'ai le Black Friday et je voudrais à tout prix dans 2 mois avoir de nouvelles features proposées à mes utilisateurs. Donc du coup on a vraiment séparé ces deux équipes-là. Donc c'est une toute petite équipe, mais voilà, ils sont 2 devs d'ailleurs. Sur cette équipe. Abonnement, on l'a pas, voilà, c'est cœur pour nous parce qu'on n'a pas, voilà, on l'a pas changé. Et l'app, c'est également cœur. Et au sein de chaque équipe, en fait, on peut avoir, alors c'est pas toujours et product manager et product owner, parfois c'est que un product manager. En transverse, on a design, donc on a quasiment un design par team ou alors un design sur les deux squads. Il en est de même pour les ops. Donc on a 4 ops et en fait, ils se partagent en fait l'ensemble de ces squads-là. Et sur la partie QA, on a des QA désignés également par squad pour le coup. Et avec à chaque fois des dev front, dev back, full ouais, stack. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais voilà, dev front, dev back et full stack. Un référent tech par squad sur les gros squads avec juste un référent tech commun pour e-commerce et vertical, parce que c'est en effet, e-commerce est une petite squad qui est composée de 2 devs front. Donc là, il y a un partage de QA, DevOps et référent tech en fait. Sur ce slide-là, on a marqué un peu nos succès et nos fails. Donc les succès, c'est le passage en squad. Clairement, en fait, on fait régulièrement aussi des sondages au sein de nos équipes. Alors tout le monde ne répond pas forcément, mais en tout cas, les retours qui sont faits, c'est vraiment le passage en squad, c'est quelque chose qui a été apprécié. Il y a un petit team spirit, bon, il y a un petit couac. Et l'autre point qui est vraiment noté dans les équipes, en tout cas aux Parisiens, c'est qu'ils retrouvent cet esprit d'équipe qu'il y a vraiment au sein des squads. Donc ça, voilà, c'est quelque chose, vraiment un point positif également. Et l'organisation au sein des équipes qui sont faits, c'est les rituels, tous ces points-là qui sont vraiment très appréciés par les équipes. Les fails, c'est toujours sur les gestions des sujets transverses, mais pas ça, c'est vraiment rien de nouveau, parce que dans toutes les équipes que, en tout cas, moi j'ai connues, la gestion des sujets transverses, c'est toujours, voilà, c'est un plat de spaghettis, et puis on essaie de gérer au mieux. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, en fait, on a beaucoup de stacks, parce que le Parisien, c'est aussi beaucoup de sujets à gérer, et donc ça amène une complexité au sein des MEP qui fait que on est toujours en mode train. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a 6 squads, on n'arrive pas encore à dire chacune des squads est totalement autonome sur ses MEP. Donc, il faut qu'on puisse gérer les MEP d'une manière à ce que ce soit… C'est vraiment en fait, on fait au moins 3 mises en prod par semaine, quand même. Donc, c'est vraiment… On n'est pas sur des mises en prod à chaque fin de sprint ou à chaque fin de tous les 2 sprints, etc. Le delivery, on est vraiment delivery, c'est quelque chose qu'on y tient. On est vraiment en delivery permanent, un peu comme un quotidien. On est un quotidien. C'est presque comme si pendant les JO, par exemple, on faisait des MEP tous les jours, y compris le vendredi et des fois le samedi. Voilà, parce que oui, c'est exceptionnel. Ouais. J'en pouvais plus. En fait, ils attendaient, ils me faisaient pas de MEP le lundi, mais le vendredi. Donc voilà. Non, mais bon, en tout cas, voilà, il y avait quand même. On est aussi un quotidien et on est presque en quotidien dans les MEP. Voilà, donc il y a quand même Après, ça, il y a un toute autre cette point gestion aussi qui nous contraint un peu, c'est Arc. Comme il y a plusieurs équipes qui travaillent sur Arc, on ne peut pas forcément dire juste la squad engagement ou audience, vous pouvez livrer. Parce qu'ils ont des liens de dépendance avec le code sur cette partie-là. Donc,
Ça, c'est un frein aussi qu'on essaie de travailler avec ARC pour avoir justement cette possibilité que chaque équipe puisse délivrer complètement de manière indépendante. Et le dernier point, c'est l'intégration des stakeholders dans nos démos. Donc, comme je vous l'ai dit, cet après-midi, on a une démo avec tout le monde, toute la team de la direction digitale d'ailleurs. On est une 70aine à peu près. Et malheureusement, on n'a pas toujours les stakeholders au sein de ces démos-là. Je pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait... Au départ, ils étaient là, mais au fil du temps, ça s'est un peu perdu. Et donc, voilà. C'est quelque chose qu'on doit retravailler, toute cette agilité. En fait, il faut aussi qu'on la retravaille pour l'adapter aussi à la population de la société qui n'est pas forcément sur ça. Et donc là, et demain et demain, qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous? Donc là, on va faire évoluer les squads. On peut pas, on grossit, on a d'autres demandes et tout ça, donc on est en train de réfléchir à une autre organisation. Dont l'IA aussi, d'ailleurs. Voilà, avec l'IA, où est-ce qu'on met l'IA? Est-ce qu'on dédie une squad à l'IA? Etc. Comment on gère les projets IA et tout. Donc ça, c'est vraiment... on est en plein dedans, comment on fait évoluer la squad app, est-ce qu'on fait évoluer la squad abonnement, etc. Donc ça, on est vraiment sur sur une dynamique en permanence. Hein. Encore une fois, on est comme un quotidien. Voilà, on s'ennuie jamais, hein, faut jamais s'ennuyer. Voilà. Il faut aussi qu'on soit plus dans l'innovation côté tech aussi. On innove beaucoup, on a réussi on stabilise bien la plateforme, c'est beaucoup plus fiable que ça l'était quand moi je suis arrivée, où tout cassait, dès qu'il y avait quelque chose ça cassait et tout ça, là ça casse beaucoup moins et on est beaucoup plus sûr des maps grâce à l'équipe QA aussi qui est important. Maintenant il faut qu'on passe au stade de vraiment innover, comme on a innové quand on a mis en place l'outil de live et tout ça, et on est en train de le faire avec l'IA. Voilà. Et le CMS ARC aussi, donc ça c'est important aussi, et ça regroupe et l'IA et la gestion des outils et tout ça, que la rédaction puisse être plus maître en tout cas de qu'est-ce que je push en homepage, est-ce que je peux modifier mes articles, parce que c'est comme ça aussi que le CMS est construit, et c'est vers ça qu'on veut tendre aussi, que la direction du groupe veut tendre, c'est de donner les outils, en fait, qui sont déjà en place et tout ça, à plus de journalistes, et notamment à nos journalistes qui sont ce qu'on appelle au desk, qui est vraiment il y a 25 journalistes à peu près qui gèrent tout ce qui est web, mis sur le web et homepage et tout ça, donc leur donner en main l'outil pour qu'ils continuent en fait à gérer cette homepage et à la faire bouger quand ils le souhaitent sans passer par les deux autres personnes de la rédaction. Et le gros challenge donc, qui n'est pas là aussi, c'est comment on met en place l'IA dans la rédaction. Donc on a plusieurs options. Donc le ArcXP, donc notre CMS, on travaille avec eux en bêta-testeur, etc., sur leur implémentation, parce qu'en fait, ils vont proposer en effet des outils. Et en plus, de notre côté, on va, avec la rédaction, développer nos propres outils. Et qui vont pas... Alors, ça ne va pas écrire un article à la place du journaliste. Non, c'est davantage travailler sur les process où actuellement, il y a des pain points dans lesquels on va pouvoir ajouter de l'IA pour éviter les frictions qu'on a. Ça peut être des outils autour de la vidéo. Donc, il y a beaucoup de pain points de l'équipe vidéo qui va juste se dire je veux pouvoir distribuer rapidement sur une plateforme. Ben là, c'est comment on peut répondre à ce type de besoin-là. Donc, amener l'IA sur ce genre de choses. Ou alors faire juste du matching. Je suis en train d'écrire mon article. Eh ben, je voudrais que la vidéo qui est la plus appropriée, ou parce qu'on l'a téléchargée il y a, je sais pas, il y a 10 minutes ou 1 heure, eh ben, ce soit celle-ci on a trouvé le lien entre les deux, donc il le propose de manière automatique et j'ai plus qu'à cliquer en disant bah oui, c'est cette vidéo-là que je veux mettre en avant. Et voilà, c'est vraiment des choses qui fluidifient davantage la rédaction sur leur écriture d'article que rédiger à la place d'eux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on n'ira jamais en fait. Voilà. Ouais. Et on va aussi vers... c'est très utile aussi pour tout ce qui est les tags SEO. C'est-à-dire, c'est à partir de notre thésaurus aussi, c'est comment est-ce que je vais pouvoir
à partir de mon article, directement dans mon CMS, avoir des propositions de tags qui viennent pour enrichir mon SEO. On est quand même dans un univers très concurrentiel sur Google, hein, on est encore très dépendant de Google, hein, donc il faut avoir ça, et ça peut faire gagner du temps. Quelle est la valeur ajoutée pour un journaliste de trouver le bon tag SEO? C'est pas très, en fait, c'est pour lui en tant que c'est pas son métier. En fait, c'est pas son métier. Donc c'est là où l'IA peut aider justement. Mais lui, un journaliste, il faut mieux qu'il se concentre sur son enquête, sur la rédaction de son papier, sur l'enrichissement, sur le choix de sa photo, etc. Et encore, le choix de la photo, ils peuvent avoir des propositions. Voilà. Et la même chose, c'est est-ce que on est en train de travailler sur des résumés d'articles, par exemple. Est-ce qu'à partir de l'article, il peut y avoir un résumé qui est fait automatiquement par l'IA, contrôlé par le journaliste, parce que ça, c'est vraiment un point qui est important. Rien ne part si le journaliste n'a pas validé. En fait, il n'y a rien d'automatique. Il n'y aura jamais de push automatique. Je vous l'ai dit, Laetitia parle beaucoup. Oui, il reste 2 minutes, oui, pardon. Donc, en tout cas, ça, c'est vraiment ça. Il n'y aura jamais de push automatique sur nos plateformes à partir de l'IA. Jamais. Donc, c'est vraiment uniquement via... voilà, même pour les réseaux sociaux, on est en train de travailler sur un outil interne, là, qui est à partir de l'article. C'est comment est-ce qu'on peut proposer des prompts différents en fonction du réseau social. Voilà, prompt, donc avec quel LLM, etc., etc. Donc c'est vraiment, voilà, on est en plein dedans sur cet écosystème-là, avec toujours, et ça c'est vraiment important à retenir, une validation de la rédaction. Donc cette transformation digitale, elle continue en permanence, hein, vraiment, et donc là, elle va être encore appuyée par l'IA, et nous, il faut qu'on l'accompagne. En tant que direction numérique, en tant que tech, il faut qu'on l'accompagne et qu'on mette bien sûr tous les outils et toutes les squads. En tout cas, voilà. Je te laisse conclure. Non, merci beaucoup pour votre attention. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on peut prendre les questions parce qu'on a... Il nous reste 1 minute 30 pour les questions. D'accord. Oui, je crois au fond d'abord, ça a été... Vous avez parlé des sujets transverses qui ne sont pas toujours évidents. Qu'est-ce que c'est comme sujet? C'est lorsqu'en fait on a des sujets entre abonnement, principalement c'est toujours abonnement, app, et puis plus éventuellement une autre équipe, ça peut être autour des newsletters. Par exemple, une newsletter, c'est à la fois une partie abonnement et une partie engagement ou audience. Donc voilà. Ou alors, c'est lorsqu'on met en place, par exemple, le capping. Le capping, ce n'est pas uniquement l'équipe abonnement qui le met en place, mais c'est aussi, ça a un impact sur l'équipe app. Donc, c'est tous ces synchronisations à avoir. C'est toujours assez compliqué. Par exemple, moi, régulièrement, je fais des validations de fiches d'archi. Dans la fiche d'archi, j'invite donc l'équipe en question. Et là, par contre, j'inclus aussi les apps parce que je sais qu'ils vont avoir un impact, mais sauf qu'en réalité, les apps, ils viennent bien plus tard. Ils viennent 6 mois après. Le capping, on l'a sorti l'année dernière. L'année dernière, oui. Et en fait, c'est cette année seulement qu'on va travailler sur l'application avec le capping. Donc, vous voyez, en fait, du coup, les sujets transverses, soit c'est fait en synchrone. Je pense que c'est plutôt bien géré. Par contre, on n'arrive pas toujours à le faire en synchrone parce que l'app vient toujours après. Parce que vous voyez, il y a quand même 5 squads et tous ces sujets-là se déversent sur l'app. Ah oui, sur l'app. Donc voilà. En fait, on est trop encore dans les squads en silo. En fait, nous, on est en... Voilà, on a 6 squads qui travaillent, qui sont autonomes, etc. Mais elles sont autonomes dans leur squad, en fait. Voilà. Du coup, elles ne voient pas forcément ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est voilà. La gestion d'inter-squad qui est un peu toujours compliquée. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant. J'avais une question sur votre rôle en tant que manager. Comment vous intervenez auprès des équipes pour donner de l'alignement et pour aussi les aider lorsqu'ils ont besoin de soutien, lorsqu'ils ont des problématiques. En tant que manager, comment vous intervenez? En fait, on intervient principalement avec Laetitia et moi. Donc, ils ont déjà des managers, chaque dev, des QA, des ops, ils ont déjà des managers. Donc, eux,
il leur donne des directions et moi, en tant que CTO, je leur donne la stratégie globale IT. Donc, vers quoi on tend? On tend vers de l'innovation, on tend vers la sécurisation de nos plateformes, on tend vers toute la partie, ouais, il y a la partie sécurité, il y a la partie innovation, il y a également améliorer l'organisation des process pour répondre à la fois aux produits et à nos stakeholders. Et donc après, cette stratégie, elle se décline forcément en des points techniques qui sont à la fois priorisés au même titre que le produit. Et après, nous, en tant que manager, quand on voit en fait qu'une équipe, ça ne fonctionne pas, donc parce qu'on nous remonte des difficultés, on intervient pour faire ne serait-ce qu'un truc hyper basique. On a fait des rétros avec des équipes. Nous, parfois, les équipes, ils peuvent entre guillemets mal le prendre parce qu'ils disent mais pourquoi à un niveau direction, on le fait avec eux, mais c'est aussi pour entendre ce qu'ils ont à dire et pour pouvoir répondre directement sur tel ou tel point. Ou alors on fait, moi ça m'est arrivé de voir directement les gens avec leur manager pour voir un peu les points de friction qu'il peut avoir au sein des équipes. Donc on fait pas mal avec Laetitia, donc voilà. Et on est très accessible, pas seulement nous en tant que manager, mais tous les managers sont très accessibles, même à la direction de la rédaction et tout ça. Vraiment, on reste une petite équipe, donc voilà. On n'est pas très gros. Et, voilà. Merci beaucoup.